Et la seule fois que j'ai su le convaincre, c'est quand je lui ai dit arrête l'école. Il avait été à la fac s'inscrire. Mais arrête l'école, me dit, c'est bon, tu fais du son. Et t'es fier de toi, enfin. Bravo, le grand frère. Bravo, le grand frère. Le mec, il écrit des livres. On va conclure l'émission là-dessus. Arrêtez l'école. Voilà, c'est les messages qu'on a envie de délivrer à la jeunesse. Salut Internet, c'est le retour du Code Review. Code Review épisode 39. 39 comme qui? Comme Nicolas Anelka à Manchester City. Absolument, c'est le maillot que je porte aujourd'hui. Oui, putain, aujourd'hui c'est la rentrée. Épisode. Quoi, t'aimes pas Anelka? Si, j'adore. Bon bah voilà, qui rend fou. Ça commence très bien là. Oui, j'ai porté un survêt avec une jambe relevée jusqu'au genou à cause de lui. Oui, j'ai fait ça en 2001. On l'a tous fait cette génération. Franchement. Ouais. Aujourd'hui, je suis toujours avec celui que j'ai envie d'appeler le Léon Marchand de la boîte à rythme, Raphaël Gautesque d'Acruz. Comment ça va? Très bien, très content de revenir pour le Code Review. Bon, magnifique. T'as passé de bonnes vacances? Magnifique. Bon, aujourd'hui, Sandra Gomez n'est pas là, mais elle n'a pas quitté l'équipe, elle est intransférable. Elle a juste beaucoup de travail, mais nous n'avons pas un, mais deux invités aujourd'hui pour cet épisode de rentrée pour parler d'un sujet qui nous tient tous ici à cœur. J'ai dit invité, mais d'ailleurs j'aurais dû dire légende, puisqu'on reçoit un homme au CV long comme le bras, éducateur, rappeur, réalisateur, DA, écrivain, entraîneur de basket. La seule personne avec plus de métiers, on a vérifié, c'est Barbie. Manuquet est avec nous. Yes. Comment vas-tu? Super, et toi? Bah, je suis très heureux que tu sois là. Merci. Ça fait longtemps que tu dois venir. Exactement, ça tombe bien. Voilà, parfait. Et tu es avec une personne importante du rap en France, réalisateur, producteur, directeur de l'agence créative 360, qui a bossé avec à peu près tout le rap français, et pas que, avec des gens du rap américain également. Le répertoire de ton téléphone, c'est les Grammy Awards, quoi. C'est... Pas loin. Qui est la personne la plus connue dans ton téléphone? C'est une super question. C'est une super question, j'ai envie de dire Drake. Mais t'as encore son bon numéro là? Tu veux que je te dise la vérité? Oui. C'est une exclusivité pour le code. Il y a un documentaire sur Drake qui va être fait par Thibaut Langeville. Il y a... Mais c'est fou ce qui se passe. Dès l'intro, ça commence bien. Je suis pas le réalisateur. C'est un jeune homme qui s'appelle Jules Renaud qui travaille avec moi et qui a travaillé sur le documentaire dont je suis le réalisateur et dont on va parler. Ouais. Mais on upload là dans pas longtemps un film de 17 minutes. C'est incroyable. Voilà, sur Drake, qui est pas un narratif, mais qui est basé sur son projet 100 Gigs là. Ok. Et qui est monté en ce moment-là. Ok. Voilà. Incroyable. Merci d'être venu. J'étais toujours dans les bons coups, c'est fou. Incroyable. Je passe du temps quand même pas mal en Amérique, ce qui explique aux Amériques, pardon, ce qui explique ça, mais voilà. Bon, en tout cas, messieurs, bienvenue dans le Code Review. Évidemment, tu l'as dit, on vous reçoit parce que Thibaut, tu as réalisé une série de documentaires sur ton meilleur ami et une personne éminemment importante de la musique française, DJ Mehdi. Donc la série s'appelle DJ Mehdi Made in France. C'est dispo sur Arte TV depuis le 12 septembre. Donc c'est déjà sorti au moment où vous voyez l'émission. Et avant, bien sûr, de vous poser plein de questions, d'en parler avec vous, il faut quand même... Petit disclaimer, c'est grave, tu as participé tout à fait à cette série. Est-ce que tu peux nous en faire le pitch et peut-être dire aussi aux gens peut-être ce que tu as fait sur ce projet? Et au début du projet, voilà, Thibaut et sa boîte 360 m'ont contacté pour que je fasse des recherches documentaires, donc des recherches d'archives. Et donc j'ai contacté plein de gens, des photographes, des journalistes qui auraient pu avoir des enregistrements sonores. J'étais sur l'INA, etc. Donc voilà, j'ai fait tout ce travail avec eux. Ils m'envoyaient plein de messages. Tu peux nous trouver ça, tu peux nous trouver ça. Et c'était trop cool de faire. T'as pas rencontré Drake par contre? Non, par contre non. Wow, ça m'intéresse. C'est resté secret confidentiel. Ça c'est que Thibaut, ça. J'avoue, merde. Bon, du coup, ce documentaire. Non, il fait le travail de fond. Ouais. Moi, je viens pour. Oui, pour serrer les mains. Le moment où ça. Tu vois, pour les lumières, c'est toi. Non, mais quand il y a les. Voilà, tu vois. T'adores ça, bien sûr. Est-ce que tu peux rapidement peut-être présenter ce documentaire donc qui est en 6 épisodes, comme je disais. Donc, DJ Mehdi Made in France, série en 6 épisodes qui revient sur la vie et la carrière de Mehdi Faveris et Sadi, un des plus grands compositeurs qu'a connu le rap et la musique électronique en France. Alors, c'est vraiment un producteur si important pour la musique en France par la singularité de sa signature sonore, par son parcours atypique et par les grands standards qu'il a laissés dans les deux genres finalement, les deux genres musicaux dans lesquels il a brillé. On en a encore une preuve d'ailleurs illustre cet été avec l'apparition du morceau Signatune pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Les 6 épisodes du docu reviennent sur son enfance, son lien si intime avec la musique, ses rencontres décisives, son histoire familiale et ses succès et aussi ses échecs, et c'est ça qui est aussi important dans ce docu. Et ce qui fait pour moi la force
force de la série, c'est évidemment le fait de raconter en détail ces 34 années vraiment extraordinaires qu'a vécu Mehdi, avec ceux qui l'ont côtoyé dans la musique, évidemment. Hein. Donc on retrouve des membres de la Mafia Kinfry, Dead Banger, mais aussi des internationaux, comme Dave de Chroméo, par exemple, ou encore le DJ A-Track. Mais surtout, en fait, c'est aussi la force de documentaire d'avoir récolté des témoignages de ses proches. C'est la première fois, finalement, qu'on a des membres de la famille de Mehdi qui racontent sa vie, sa mère, sa cousine. Sa cousine qui est très présente. Ouais, tout à fait. Et qui a une vraie gouaille, une vraie manière de raconter les choses qui est géniale. Sa compagne aussi, Fafi, qui raconte plein de choses à son sujet. Et puis aussi, la force du docu, c'est la grande richesse. Alors, c'est pas bon de la raconter parce que c'est surtout comment vous les utilisez, mais justement de toutes ces images d'archives, parce que surtout ce qu'il y a pour les archives, c'est qu'il y a plein d'archives inédites. Et ça, c'est des choses qui viennent de tes fonds propres, qui viennent des fonds justement de ses proches à Mehdi, donc de sources médiatiques, d'enregistrements sonores, etc. Et c'est ça qui permet aussi de raconter aussi bien la vie de Mehdi, justement, sur tous ces aspects-là. Bref, donc je suis forcément un peu jugé parti vu que j'ai participé à l'aventure, mais je pense que ce qu'a réussi à faire Thibaut et l'équipe 360, c'est vraiment le documentaire définitif sur DJ Mehdi, qui fera date, non seulement qui permet de raconter à quel point son parcours et ce qu'il lègue à la musique française est important, mais aussi de raconter, et c'est un peu le sous-titre Made in France, tout un pan de l'histoire d'une partie de la France des années 80 à 2010, et toute cette mise en contexte socio-culturelle, elle est hyper importante, non seulement pour comprendre son parcours, mais aussi pour comprendre ce qu'a été une partie de la France pendant cette épopée-là, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que alors, quand on est un peu dans le rap et dans notre génération, souvent l'histoire de Mehdi, on la connaît, au moins dans les grandes lignes. Mais là, c'est vrai qu'il y a des choses, évidemment, moi j'avais jamais vues, ou des choses même parfois que je ne savais pas. Par exemple, sa collaboration avec M, peut-être que je l'ai su ou je l'ai oublié, mais surtout il y a des moments qui sont précieux, parce que voir, ne serait-ce que Mehdi avec Jams, par exemple, en studio, c'est incroyable. Et c'est intéressant parce que Jams, à cette époque-là, on parle déjà, genre, je suis avec Mehdi en studio, quoi. Tu sais, genre, c'est déjà un événement. Et donc, c'est assez incroyable. Mais peut-être, première question, merci déjà Raph. Première question, c'est toi, Thibaut, tu commences à le filmer. Bon, c'est ton gars, tu le connais, mais tôt, en fait. C'est-à-dire que. Pourquoi ? Moi, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Pourquoi, à un moment, tu prends ta caméra et tu filmes, tu sais, ce qui aurait pu être des archives jamais utilisées et qui, au final, aujourd'hui, font un documentaire qui est passionnant. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de le filmer à ce moment-là ? Écoute, c'est doublement ou triplement particulier. Moi, je veux être réalisateur de films depuis que j'ai 11 ans. Donc, c'est quelque chose dont je rêve. Je faisais des exposés à l'école sur ça, tout ça. Ce que Mehdi, il savait. Et moi, j'avais une conception, une assez grande timidité et peu de confiance en moi par rapport à un talent quelconque ou une capacité. Je n'ai pas fait d'école de ça, etc. Et moi, il m'a dit, en fait, là, il se passe des trucs hyper particuliers dans le groupe. J'entends par là Ideal J. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais il faut que tu viennes filmer. Donc c'est lui en fait qui te dit de... Okay. Moi le matin de l'Élysée-Montmartre, du concert d'Idéal J de l'Élysée-Montmartre, qui est donc un épisode assez important de l'histoire du rap de France. Totalement. Il m'appelle, enfin l'avant-veille il m'appelle, je vais voir un concert à la Goutte d'Or complètement inoubliable d'Idéal J à la Goutte d'Or. Donc je vois qu'il y a une ambiance qui est quand même très intense. Il y a un monsieur qui s'appelle Rude Lion qui est décédé, qui est là, qui a la tête contre les baffles. C'est une scène improbable au cœur de la Goutte d'Or, avec il y a des mamans qui regardent aux fenêtres. Et à un moment, à cette époque-là, je te rappelais, Manu, il faisait, je sais plus, à la fin de Poignée de dollars. Il faisait la France. Elle nous a tourné le dos jusqu'à ce qu'on vende du bédo. Ouais, c'est ça. Je sais plus ce que c'était le truc derrière. Il arrêtait, il disait c'est vrai ou pas Et les darons elles étaient au mur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y avait la puissance de Kerry James de l'époque, Messi, machin et tout. Ouais, il y avait vraiment ça chez moi, Kerry. Je vois là, et puis je vois le genre d'équipe que je connais autour d'Ideal J et tout. Et je vois qu'il y a un truc dense, quoi. Je me dis putain, je suis con déjà, j'aurais dû filmer ça. Et il a raison. Et le matin de l'Élysée-Montmartre, donc je vais dans un truc de loc de caméra. J'ai jamais tenu une caméra en tant que professionnel. Et donc je dis ok, voilà, je vais faire une captation de concert ce soir. J'appelle 2 potes pour qu'ils fassent un plan large et puis un plan en fausse. Je dis voilà, j'ai des DV et tout. Le gars me dit tu sais, tu t'en es servi. Je dis ouais. Il me dit du coup pour la balance des blancs tu fais comme ça et tout. Il voit ma tête, il fait ok, bien. Donc il met sur le côté, il me fait sa petite formation et donc voilà, sans aucune. Mais c'est via Mehdi en fait, même ça, c'est lui en fait qui te tient un peu la main. Et il le fait pas seulement pour dire, il le fait en fait pas vraiment pour dire filme-moi. Il le fait, c'est déjà un moment qu'il me le disait, il me disait mais regarde les yeux dans les bleus, tu connais tout le monde dans le rap, t'es dans des endroits
improbable tout le temps avec tout le monde. Mais frère, documente. Allume une cam et je te jure, ça va faire un film. Moi, j'étais là, ouais. D'ailleurs, quand il m'a dit ça, j'ai été voir le réalisateur de Stéphane Meunier, pour lui dire, voilà, je suis dans une position, voilà, le rap, machin et tout, il y a quelque chose, on se parle, le mec adorable qui me reçoit et tout. Et il me dit la même chose que Mehdi. Et tu sais, je sors de là, je voulais qu'il me dise en fait. T'as Mehdi et le mec qui a fait les yeux dans les bleus qui te dit ça. Ouais. Et moi, je voulais qu'il me dise, bah, mec, c'est pas comme ça. Tu te lèves pas un matin comme ça et puis t'es réalisateur de film. Et il me dit, non, mais vas-y, carrément, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Du coup, c'est en tout cas un exercice documentaire d'image que j'ai filmé sans destination. C'est-à-dire que c'est vraiment saisir des moments de vie et de saisir création des moments parce qu'on les vit et puis parce que je trouve ça charmé. Donc je me dis ouais putain c'est marrant, putain il est en train de composer un truc. Tu t'es fait la main en même temps que t'as filmé ce qui est presque une œuvre définitive aujourd'hui. Exactement. Tu t'apprenais en marchant et sauf que ce contenu-là, il devient important aujourd'hui en fait. Ouais, et puis c'est du contenu, c'est vraiment fait la main que j'ai regardé de temps en temps de son vivant. J'ai regardé de temps en temps, mais c'est super mal filmé et tout. Ça va pas du tout. Et du coup, je l'ai mis dans des boîtes de chaussures au-dessus de mon bureau en archive. Et puis, je préférais que ça ne se voit jamais. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'aurais bien voulu cacher à la face du monde, c'est fait partie des moments les plus importants du documentaire. Manu, toi qui l'accompagnes dans ses premières aventures discographiques, évidemment, vous avez ensemble a contribué quand même à créer quelques-uns des albums les plus importants de l'histoire du rap français dans les années 90. À quel moment parce qu'il y a un son DJ Mehdi, Raphaël en parlera mieux que moi, je vais pas aller m'aventurer sur ton terrain, mais il y a périlleux, vraiment... ce serait périlleux. Ce serait périlleux. Et puis j'ai pas la coupe pour. Il faut une coupe de cheveux pour. On est d'accord. Pour pas être Merci. Mais à quel moment t'as l'impression toi qu'il trouve son son, qu'il y a quelque chose, parce que oui c'était un jeune curieux, c'était un jeune débrouillard qui avait voilà, mais entre être un peu érudit et être quelqu'un qui réussit à créer quelque chose, à créer un son qui est différent et qui lui est propre, à quel moment tu te rends compte de ça toi? Bah à quel moment? C'est dès le début. Dès le début. C'est la base en fait. Okay. C'est la base. Quand tu vas chez Mehdi, il y a ce petit sampler avec ce petit 6 pistes et c'est son son toi. Il se dit pas je vais faire mieux, mais je vais faire du Mehdi en fait. Et à un moment, on a cherché à avoir une meilleure qualité de son parce que Alix, à chaque fois, il disait non, en concert, ça cogne pas assez. Et puis à ce moment-là, on a repris une table de mixage et le premier concert qu'ils ont fait pour NTM, là, la première partie d'NTM. Ouais, Palais des Sports. Là. Ouais, bah c'est ce concert, c'est Mehdi qui avait mixé lui-même avec une table de mixage qu'il avait empruntée. Incroyable. Ouais, c'est Mehdi qui a mixé les sons pour ce concert lui-même. Et à partir de ce moment-là, il a dit, Alix dit, voilà, ça sonne bien là. Et Mehdi, il a dit, bah tu sais quoi, c'est moi qui les a mixés. Ah bon? Ah ouais, comment t'as fait? Et à partir de ce moment-là, Mehdi avait son son. Il cherchait pas à faire autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est une mentalité qui le distinguait complètement de ses contemporains, tous aussi bons soient-ils, mais il y avait quand même une forme dans le rap français de dire ok, Mobb Deep c'est le temps. C'est Rimka, d'ailleurs, il y a une séquence très drôle dans le documentaire où il dit ça. Nous on fait du Wu-Tang, nous on fait du Mobb Deep, nous voilà. C'est exactement, il y a une séquence très drôle là-dessus où il explique voilà, en fait Mehdi d'un seul coup il propose autre chose et donc il y a toute cette séquence justement sur les instruments plus rapides pour. Moi je me rappelle, il disait ça, il disait mais des mecs du Queensbridge, ils sont comme nous. C'est des mecs, ils boivent de l'eau, ils sont machin, donc il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas une notion qui ferait qu'on soit moins bon qu'eux. Et qu'il y a un gap mental comme un athlète qui joue à l'international, comme un basketteur français qui se dit oh, mais c'est Jordan, je jouerai jamais. Et aujourd'hui, bon bah tu vois, Gershon, pour lui donner un big up, va mettre un truc incroyable sur LeBron James. Mais ce playing field, c'est-à-dire vraiment le fait de dire on peut jouer au même niveau et en fait on va dépasser, pas en disant regarde Dr Dre, j'ai pris, moi à un moment il avait pris un sample pour un morceau, pour qu'un freestyle de Pete Bacardi. Tout à fait. Pete Rock il avait pris le même sample pour un morceau qui s'appelle Electro Master. Et en fait, voilà, non, mais je sais. C'est un professionnel, qu'est-ce que je te dis? Puis déjà, maintenant, il est dans mon équipe, il est plus dans la tête. Qu'est-ce que je veux dire? Il sait déjà. Mais tout le monde on débattait, et beaucoup de gens, et on débattait. Je suis comme Mehdi, je suis entre plusieurs mondes, moi, je me mélange. Mais ça débattait fortement, y compris à l'Inter, tu vois, les mecs de Fat Beats, etc., Day One et tout. Ils disaient, en fait, Mehdi, il a plié Pete Rock là-dessus, tu vois. Parce que si tu écoutes les deux morceaux, les deux utilisent
utilise le même sample. Les drums de Pete Rock sont extraordinaires, un morceau avec Corrupt, super morceau. Mais les drums de Mehdi n'ont rien à voir. Et c'est vrai que ça sonne comme rien d'autre de rap contemporain de l'époque, et ça tue. Il y a quelque chose qui est aussi bien montré dans le documentaire, vous pourrez en parler, c'est le côté sans compromission aussi de Mehdi. C'est-à-dire que en fait, tu pourrais dire assez bêtement que quelqu'un qui part du rap, qui va vers l'électro, il pourrait justement avoir envie, tu sais, d'arrondir les angles, au contraire, pour plaire au plus grand monde. En fait, tu comprends dans ce documentaire-là, si tu l'avais pas compris avant, que ça a jamais été l'ambition de Mehdi. C'est qu'il va un moment, il va vers d'autres horizons parce qu'il en a envie. Mais quand il fait des albums de rap, il fait des albums de rap qui sont, je vais pas dire dur en fait, parce que dur de fou, au sens où on peut l'entendre. Dur. Et puis radicaux. En fait, Prince de la Ville, c'est un homme qui est radical dans l'association, etc. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, tu comprends que c'est quelqu'un qui aime profondément le rap, évidemment, et qui veut pas le dénaturer, en fait. Qui aime profondément la musique, en fait. En fait, mais pour aller dans ton sens, dans le sens du rap, il était catégorique de je veux dire c'est quelque part c'est même contradictoire, il y amenait tout le monde et puis tout le monde dit l'ouverture, le machin, mais en fait c'était c'est pas assez en fait. Dur quelque chose de puriste, truc c'était vraiment le puriste du canon hip-hop, sauf qu'il avait les écoutilles ouvertes comme ça. Tu vois la particularité, mais c'est vrai que il y avait pas d'intérêt. Et tu me corriges, Manu, si je me trompe. Moi, j'ai jamais entendu parler de putain, j'ai envie de faire un tube. Il faut faire un single radio. Voilà. Il en a fait. C'était pas une volonté. Mais il y a des tubes énormes. Bon, Prince de la Ville en est rempli. Tu vois, 1 million de disques vendus, albums et singles confondus. Mais c'est et derrière ça, tout le monde l'appelait pour dire. Fais-moi un Prince, fais-moi un Tonton du Bled, fais-moi un Jackpot même, tu vois. Et lui, c'était typiquement, et avec des grosses sommes d'argent impliquées, tu vois. Et genre, il savait très bien le faire. Refaire tourner un sample de funk, de disco avec le même drum kit et faire quelque chose qui aurait plu à tout le monde. Un autre Jackpot, pas de problème, tu vois. Ou un autre morceau qui semble de la musique rebeu et qui sonne comme ça. Vas-y, regarde, il y a des millions de compilations de tout le monde. Il y a plein de gens qui ont voulu s'inscrire dans ce son. Et en fait, il voulait pas. Et ça pouvait même être énervant qu'il voulait pas. Il avait de dire, mais vas-y frère, on rend nous millionnaires. Et même plein de gros producteurs américains ont reproduit parfois des recettes. Genre, il y a des tubes à la Pharrell, des tubes à la Timbaland. Mais il n'a pas voulu, exactement, il a pas voulu s'enfermer dans un son. Exactement. Et en plus, mais devant le succès. C'est très particulier parce qu'il avait pas le truc de se dire, et pourtant c'était quelqu'un de très carré sur le business, sur l'argent, machin, etc. Mais c'était pas quelqu'un qui se disait, ma vie, elle peut changer. Sa vie change parce qu'il fait des tubes, mais il s'est pas dit tiens, il faut que je refasse des tubes encore et encore. Il y avait aucun moment que moi je connaisse en tout cas où il est rentré en studio, où il était en composition, où il se disait ça va marcher. Il faut que ça marche, tu vois. C'était la musique pour la passion de la musique. Ouais, quand tu écoutes ces sons, c'est très peu, c'est beat, bassbook, drum bien fait, toujours un peu décalé avec un sample ou deux. Stop quoi. Il va pas chercher d'autres à aller plus loin, à part sur Prince de la Ville où il joue à la fin le synthé parce que c'était sa naturalité, l'accompagnement, ce qui dans la recherche à l'instant T quoi. Tu vois, il a essayé un truc, il a dit ça fait mortel. Et il l'a fait, mais quand t'écoutes, c'est pur, quoi. C'est un ou deux samples, stop. Il avait même une exigence au point parfois d'être incompris par ses proches. Il y a eu cette séquence, justement, dans sa bascule entre le rap et l'électro, au moment de l'album de la Mafia Quinfri, qui est raconté dans le docu, où parfois, même vous, en fait, vous arriviez même plus à le suivre dans sa recherche d'exigence et dans sa recherche musicale, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, il était sincère, parce qu'il avait rien, il pouvait plus produire du hip-hop français, il avait trop fait, trop donné. Et il était vraiment sincère sur toutes ses DAT, il n'y avait plus de son de hip-hop. Bah justement, alors peut-être qu'on peut parler, si après on parle de l'évolution, mais il y a un moment important, évidemment dans sa carrière, dans le rap français tout court, c'est bien sûr Prince de la Ville, c'est Tonton du Bled, et c'est aussi un moment important dans le documentaire, parce qu'on parle bien de ce morceau, les 2 victoires de la musique qui s'en suivent, etc. Le morceau qui est un immense succès, mais qui aussi crée ce problème-là avec le problème du sample. Moi c'est un truc que j'avais oublié en fait, que c'était autant un problème en fait à l'époque et que ça c'est un vrai obstacle même dans sa carrière, on le comprend financièrement, c'est un vrai bourbier quoi. En gros les ayants droit du morceau qui a été samplé viennent demader leur royalties dessus quoi. Et c'est aussi la période d'ailleurs où pour le rap ça devient plus compliqué de sampler puisque c'est plus autant les portes ouvertes comme dans les années 90. Comment finalement on a un peu l'impression que ce morceau là c'est un peu le cadeau et le fardeau un peu de Mehdi. C'est ce que ça devient, c'est le cadeau pendant très longtemps. Comment il vit un peu ce moment-là, parce que évidemment c'est
rempli de bonheur, on voit son visage au moment des victoires de la musique, et puis après c'est quelque chose, presque l'impression que ça va un peu même avoir des conséquences sur sa carrière, parce que là il se dit je suis DJ, il faut que je joue à fond. Ça a une influence en fait sur même son orientation quelque part. Et puis sur la manière dont il regarde la composition. Sur la manière dont il regarde la composition, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un virtuose du sample. Oui. Alors c'est son école. C'est son école. Toute sa vie, il fait des samples. Alors lui disait le sample, en fait c'est comme tu prends un bloc de pierre et toi dedans tu vois, il disait pas nécessairement le penseur de Rodin, mais tu vois ton œuvre et toi t'es le sculpteur, donc tu dois choisir de tailler là machin, et c'est comme ça qu'il faut le considérer. Et tu vois et puis surtout c'est cool quand t'entends dans un son quelque chose que les autres n'ont pas nécessairement entendu. Bien sûr. Alors il a fait des gros samples, des énormes. C'était son vrai talent d'ailleurs. C'était son vrai talent. Et puis par ailleurs, c'était ça son truc par rapport à DJ Premier, de dire cet enfoiré, il a entendu dans un truc de torture chinoise, un truc que je peux utiliser pour faire comme clean c'est des gouttes d'eau qui tombent. Et Moko le décline bien, qui prenait des heures et des heures à écouter des tout à fait, il le raconte très bien ça, Moko. C'est quelqu'un qui était plongé dans l'écoute en permanence de tout. Voilà. Et le fait d'être comme ça, c'est comme le sport que tu exerces le mieux, c'est sampler avec talent, tu retournes, tu fais machin et tout. Et donc du coup c'est ta structure. Par ailleurs, c'est vraiment le truc, tu te dis, je n'ai pas de musicien, j'ai une boîte à rythme, j'ai un sampleur, un clavier, qu'est-ce qu'il a, et puis c'est comme ça que tu fais ta musique. Donc si maintenant je peux plus le faire comme ça. Déjà tu peux plus le faire comme ça. Et puis même du coup il s'est questionné dans est-ce que j'ai du talent en fait. C'est pas mon morceau. En vrai, ça arrivait à beaucoup de producteurs, ça. Ce questionnement-là, à force d'interviewer des producteurs de la génération de Mehdi, il y en a beaucoup qui se sont demandé au bout d'un moment, est-ce que je suis pas un imposteur en fait, tu vois. C'est une question de fond. Il y a un docu qui s'appelle Sample This, où ça raconte vachement le truc du sample et du retour du sample. Tonton du Bled, c'est un cas d'école un peu. C'est une des premières fois en France, tu vois, Solar, il avait eu des retours de sample. IAM sur Je danse le Mia, ils l'ont sorti sans avoir clearé le sample de George Benson. Puis dès qu'ils ont vu que ça a pris un début de tube, ils ont immédiatement clearé. Mais le procès, c'est-à-dire le coup de marteau c'est un moment, et le price qui va avec, je crois que personne d'autre l'a connu. De cette époque-là en rap français, et il se trouve par ailleurs que la responsabilité était 100% de Mehdi. Tout le monde a joui de Tonton du Bled. Non seulement mais légalement c'était sa responsabilité. Voilà, pour la petite anecdote, l'éditeur qui était l'éditeur de Mehdi de l'époque, qui donc a dû accompagner quelque part cette claim, a fini par racheter le catalogue de La Voix de l'Algérie. Ah ok. Donc aujourd'hui La Voix de l'Algérie dit: jouez-le là, Tonton du Bled, c'est bien en fait, c'est super bien. Donc ça s'est résolu de cette manière-là, on va dire, avec un check au-dessus du check, tu vois. Mais c'est vrai que psychologiquement et dans toute la démarche qu'a suivi, il a recommencé à sampler. Mais la démarche d'ailleurs où on commence à se dire, il fait quoi DJ Mehdi là, Story of Espion, c'est ça, il joue de la guitare, il veut faire un album organique et c'est pas de l'électro. En fait, c'est de la recherche de à nouveau créer un son qui est le sien, et plus le sien que un mec de sample qui vient de me dire, il sait qu'il a amené quelque chose, il sait qu'il y a une valeur ajoutée, mais si la loi lui dit bah non, c'est relou. Tu viens de parler effectivement du moment où il commence à expérimenter. Juste pour le citer, mais dans le documentaire, on comprend aussi que la rencontre quelque part avec cette fameuse French Touch, elle se fait aussi via Solar, en fait, quand Solar prépare son double album qui finalement sera scindé en deux, Paradisiaque et Solar. C'est MC Solar, le 4e album Solar, je sais plus. Bref, enfin, de toute façon, Solar, qui sont maintenant enfin disponibles en streaming depuis quelques années pour que tout le monde peut écouter. Donc c'est là en fait où il rencontre en studio les mecs de Star et Paix à son âme et Boom Bass, et qui commence à travailler avec eux. Et puis des années après, voilà, Mehdi va vraiment faire une forme de transition et aller là-dedans. Toi, Manu, encore une fois, qui a vu son évolution, comment tu prends ce moment-là? Parce que dans le documentaire, on voit les gars, la Mafak Afrique, qui sont un peu durs avec lui et qui sont en mode, qu'est-ce que tu fous, on comprend pas, on n'aime pas ce que tu fais, en gros. Toi qui le connaissais peut-être encore mieux, parce que voilà, tu l'as vraiment vu grandir, est-ce que tu as été surpris?
est-ce que tu captais ce qu'il faisait ou est-ce que tu étais aussi un peu déboussolé à ce moment-là de sa carrière, avant vraiment qu'il s'affirme avec Headbanger par la suite, etc. On est totalement surpris, t'as vu, parce qu'avec ce qu'il faisait dans le hip-hop, le travail qu'il faisait, tout ça, mais c'était Mehdi, quoi. Tu vois, à partir du moment qu'il s'engage dans quelque chose d'autre, on sait qu'il va aller au bout. Donc, au début, tu es surpris, mais après, finalement, tu dis, ah non, il va commencer quelque chose de nouveau. Et Boombas, c'est pas, la rencontre, elle se fait pas immédiatement au studio de Solar. Il avait déjà travaillé avec Boombas, d'accord. Par rapport au maxi sur différents types, Boombas avait bossé dessus. Par rapport à des connexions avec Sage Poète et tout. Putain, et t'attends qu'on ait fini le documentaire pour... Vas-y. Toi non plus, tu savais pas. J'en ai marre. Là, j'apprends des... Moi, je suis venu ici pour apprendre des trucs. Ah ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis quand il change d'horizon, ouais, t'es un peu étonné. Mais quand c'est vrai que les Sage Po avaient déjà bossé avec eux, notamment sur un featuring avec Sinclair, qui est le frère de Boombas. Exactement. Oui, toutes ces clips, je remets... Et d'ailleurs dans ce morceau-là, Daniel disait je te patrifiacasse. Bref. C'est quoi? C'était gravé sur tes joues, non? Non, c'était le morceau. J'ai oublié le titre du morceau, je vais le retrouver. Mais c'est un morceau qui est génial, avec Sinclair et les Sage Po. Ok, d'accord. C'était vraiment trop bien. Mais donc pas du tout surpris. Ouais, t'es étonné, mais pas du tout surpris de l'exigence de Mehdi à changer d'horizon, de faire autre chose, de partir sur des pratiques différentes, tu vois. Parce qu'on en parlait, des fois, elle venait chez lui, c'était pas du rap que j'écoutais, j'entendais. Et puis après, il m'expliquait, je pars sur autre chose. Il avait acheté un nouveau sampler, et il me disait qu'avec ce sampler, il l'emmenait dans l'avion, ça allait plus vite. C'était une MPC 1000, donc il me dit que maintenant ça va plus vite, il s'en sert dans l'avion, tout ça. Donc c'était un autre exercice. Et puis, c'est vrai que c'était dur quand les gars de la mafia découvrent qu'il fera pas de son, mais moi je le savais déjà. Parce qu'il vous a donné des indices en vrai. Ouais, moi il me l'a dit. Il m'a dit tiens, prends toutes les DAT, ramène-les. Et il m'a dit dedans il y a que de l'électro, de musique rapide et tout. Ouais. Et voilà, c'est comme ça. Le morceau auquel je pensais, c'est New School Intro. Pour info, je suis allé rechercher ça. Mais oui, donc c'est vrai qu'il y avait donc des connexions. Ouais, déjà des liens avec Boombas, MC Solar, voilà. Ok. Toi, Thibaut, qui commence un peu à le suivre à ce moment-là, en fait. Avant ça, mais ouais. On comprend aussi dans le doc, dans la série documentaire, que le début, c'est pas très heureux. En tout cas, en termes de... non pas de qualité, puisque maintenant de toute façon on se rend compte aussi, je pense que les gens ont une autre lecture. Si tu réécoutes, typiquement l'album dit Incompris avec pas de succès commercial, etc. Tu le réécoutes aujourd'hui. Ça par exemple, je le fais écouter, les gens ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais non, mais tu te rends pas compte, à l'époque c'est un ovni, mais ça tue, et puis tout le monde fait ça. Non, pas à l'époque. Oui, exactement. Comment il vit à ce moment-là cette espèce d'échec, je sais pas s'il le vit comme un échec. En tout cas, c'est le vit comme un échec. Qu'on donne avec le documentaire, c'est certain. Commercial bien sûr, mais aussi il y a des retours critiques. Mais tu sais, quand tes gars du début, ils sont plus trop, ils te valident plus trop, ils comprennent plus, ça doit faire mal aussi. Où est-ce que tu vas, quelle est la suite? Comment ça se passe à ce moment-là pour lui? C'est l'erreur de cet album-là, de ne pas avoir tenu une DA. Pour déjà que ça soit intelligible, de dire ok, c'est un mec qui mélange du hip-hop et de la musique électronique avec succès, quoi. C'est réussi artistiquement. Il s'est mis une autre truc de dire il faut que le process, en fait, il était compliqué de ouf. Il composait un morceau avec des samples, puis il allait en studio avec des musiciens de niveau de fou, donc ceux de M, etc. Et il leur disait pas rejoue-moi ça pour que... Non, il leur disait, ça c'est mon intention, vas-y maintenant. Et donc les mecs jouaient des trucs, et lui dans une ambiance hyper Soulquarians, très influencé. D'ailleurs, il est dans le studio où bossent les Soulquarians à ce moment-là, je crois. Complètement, les Soulquarians, voilà. Common, D'Angelo, The Roots, voilà. Lui, il était dans son plus pur style. D'ailleurs, il me disait, mais on est des Soulquarians. Mais d'ailleurs, non, mais en fait, c'est parce que JD, en fait, on parle de Primo depuis tout à l'heure, etc. Finalement, JD, qui est un de ceux qui a aussi très bien allié les deux mondes, tu vois, donc ça a du sens, en fait. C'est une analogie qui est par ailleurs tout à fait presque plus révélatrice. JD qui peut faire du son ghetto de Détroit avec des trucs hyper électroniques, comme des trucs très soul, très comme un Janet Jackson énorme, etc. Mais oui, donc il a fait cette démarche de je compose, je fais faire à des musiciens, puis je ressemble, je redécoupe, je change les tempos, et derrière je fais du coup à ce moment-là intervenir les voix. Donc un coup c'est un poète, un coup c'est un rappeur canadien, un coup c'est une chanteuse, un coup c'est Rimka du 113 avec Lil Dap de Congo. Et donc ou un coup c'est Diams, et puis tu sais quoi, il y a pas de beat, c'est ça, voilà. Donc c'est génial.
Si tu réécoutes les éléments séparés. En revanche, c'est sûr que la direction à comprendre à l'époque, c'est un peu un trip de producteur. Et pour lui qui a toujours eu... En fait, Prince de la Ville, c'est un trip de producteur. Dans la réalité. Bien sûr. Et bon, évidemment, les rappeurs et tout ça. Bien sûr. Mais... Voilà. Mais c'est un trip. Et donc, lui, il avait pris une espèce de confiance de plus je pousse artistiquement, plus ça ressemble à ce que je veux. Et donc, là, il a poussé le plus, avec par ailleurs un gros budget, etc. Et il se plante. Donc, il y a une remise en cause profonde. Et qui va pas seulement les gars de la mafia ils aiment pas mon son parce que c'est électronisant. Non, c'est déjà il y avait une incompréhension, mais du coup plus personne aime. En tout cas selon ses standards à lui, il y a un intérêt, mais même lui il se retrouve dans un public. C'est pas pour toi que je voulais faire ça, tu vois. Et donc il y a un truc qui vit très très mal. Cet échec-là, c'est pas vraiment l'échec commercial de j'ai pas vendu de disque. C'est merde. Doute artistique d'un seul coup, quoi. Doute artistique profond. Alors évidemment doublé de tu vois de certains membres et puis même surtout de la famille. Ce qui l'a le plus blessé, je pense, c'est la manière dont pas seulement la mafia, mais c'est plus l'extérieur. Dès qu'il y a eu, parce que finalement les commentaires Mafia Qu'un Free, ces petites vidéos qu'on utilise dans le documentaire, si tu les connais, c'est des vannes. Voilà, Mehdi c'est frangin, tu vois, c'est des vannes. C'est juste que ça a été pris à l'époque, un DVD était une espèce de voix, et particulièrement il y a un culte DVD Mafia Qu'un Free et tout. Donc le DVD qui accompagnait la cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. Légendaire. Donc tout le monde le voit, tout le monde le truc, et donc du coup il y a une espèce de mouvement ça bizarre. Un truc en fait, alors que c'est peut-être juste des vannes comme ça, mais du coup, comme en plus à l'époque il y a pas beaucoup d'images, il y a pas de réseau, donc quand t'as ça, on le revoit, ça ancre le truc. Oui, ça arrive c'est Matrix dans la vie des fans de rap. Et derrière il y a une espèce d'énergie genre ah ouais, c'est un vendu. S'il est conspué par eux, alors là, et donc il y a eu une séance de jet de cailloux sur lui qu'il n'a pas vu venir, tu vois, parce que lui déjà ça rigole. Je veux dire, après il fait des morceaux avec tout le monde, tu vois, il continue de travailler avec moins activement, mais quand même avec les membres de la Mafia Qu'un Free. Donc oui, c'est cet échec commercial, artistique a eu des grosses incidences. J'ai l'impression que justement il en a consciemment ou inconsciemment tiré des leçons pour Lucky Boy, parce qu'il le dit, ce truc de je vais faire la musique pour Breaker, et au final faire la musique pour Breaker, c'est réunir les deux mondes complètement, tout à fait, du rap et de la musique électronique, quoi. Et par ailleurs avec tu vois, pour le cas de Lucky Boy, avec une liberté retrouvée, peut-être moins je vais m'imposer autant de trucs. Ce qui est mignon, il se sentait coupable par rapport à la maison de disques qui avait investi énorme, qui se disait putain c'est le nouveau, ça va être je me rappelle, j'étais dans ces réunions, c'est le nouveau Daft Punk, machin et tout, donc waouh, tu vois, Prince de la Ville, machin et tout. Il n'y a rien de pire pour les artistes à chaque fois, en plus d'avoir des espèces de références. Et donc lui toujours il était c'est plutôt un album d'esthète, enfin voilà. Et quand ça s'est planté par rapport à l'investissement qui n'était pas le sien, à l'inverse de Surespionnage, il était gêné que pour la maison de disques, genre je suis désolé, vous avez cru que j'étais Daft Punk, en fait je suis un peu chelou. Sorry, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça qui était que moi je trouvais entre guillemets, je dis mignon, mais attachant de ce truc-là. Et après, c'est sûr que Lucky Boy s'est fait avec des recettes qui pour le coup sont complètement les siennes. Il revient à ça, la MPC 1000, je contrôle tout, je fais ça, c'est la synthèse moi, en fait, c'est vraiment la synthèse. Allez vous faire, je fais ce que je veux, c'est mon son. Mais d'ailleurs le Lucky Boy, je repense à ça, mais il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je suis à Ketranada qui avait fait un tweet qui avait dit vraiment Lucky Boy, il n'y a pas assez de praise, enfin d'éloges tout simplement autour de cet album-là, vraiment Mehdi, bref, et pour avancer un petit peu, mais c'est vrai que on se rendait compte, on le voit dans le documentaire, que Mehdi, fin des années 2000, début 2010, c'est un DJ mondialement connu, qui tourne partout, qui joue à Coachella, enfin tu vois, c'est le Graal, qui fait partie d'un label cool, exactement. Je pense, franchement, à la fin des années 2000, Ed Manger est potentiellement le label le plus cool au monde. Il était titré comme ça dans les magazines américains. Tu vois, vraiment, c'est ce que ça représente en termes d'image, etc. Mehdi est dedans, on comprend que c'est une des éminences grises du label. Il y a évidemment, je mets plein de choses ensemble, mais Kanye, Jay-Z qui sample Cassius, etc. Enfin, sans faire de la science-fiction. Qui sample Cassius I Love You So.
Ah oui, pardon, oui, Kanye et Jay-Z, parce que je pensais à Jay-Z et Swizz Beatz, pardon. Swizz Beatz, On to the Next One avec Jay-Z, un peu avant, mais c'est la même chose. Ça participe du même mouvement en fait où Ed Banger rayonne sur le monde, quoi. Qu'est-ce que, enfin, vous qui le connaissiez, on a vu après dans les années 2010, tu sais, toute une scène de producteurs SoundCloud, etc., qui sont largement exportés à l'international. J'aime pas trop les SI, mais c'est vrai qu'on est obligé de se dire, putain, et si Mehdi avait été là, il aurait sûrement bossé avec Drake, avec Kanye potentiellement, avec Travis Scott, etc. Est-ce que vous sentiez qu'il avait potentiellement un pied là-dedans, puisqu'en fait, il faisait partie d'un des labels les plus influents du monde, c'était un mec extrêmement talentueux. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a peut-être eu un rendez-vous manqué à ce moment-là, malheureusement, entre lui et peut-être la nouvelle génération de la pop musique internationale qui arrivait, qui est notamment menée par les rappeurs en fait. 200%. 200%, c'est le grand regret de son histoire, c'est-à-dire qu'il a œuvré pendant longtemps de façon significative, vraiment pas en essayant deux trucs. Il y avait ce qui était produit de façon discographique et il y avait quelque chose qui était complètement humain et social, c'est-à-dire que dans le début de sa on va dire carrière électronique, il faisait, Emmanuel il peut en témoigner, il faisait des dîners chez lui. Et il faisait un effort conscient d'inviter Manu, des mannequins suédoises chez Père qui parlent aucune langue qu'on comprend, des artistes visuels, art contemporain et tout, avec lesquels il avait une relation pas superficielle, aucun, et il les mettait à la même table avec une démarche de pas de socialite, regarde je connais du monde et machin et tout. Vraiment. C'est ça qu'il fallait filmer Thibaut. Hein. On voulait ça dans le doc aussi, pardon. J'étais occupé. J'ai cherché d'ailleurs, il y a une fille qui avait filmé ces images-là et je les ai évidemment cherchées. Mais c'était un truc qui a laissé personne indifférent. Genre, moi je me rappelle Dave One de Chromeo. On avait fait un dîner, moi j'étais venu avec un pote qui est à fond dans la scène musique africaine et tout, et on l'avait traîné après dans une boîte africaine, et après il était là, moi c'est un Québécois, donc il parle avec l'accent qu'on adore, et il était là, moi je suis King Pharaoh, il faisait plus que ça, il vivait en France, il n'allait plus, il disait ouais non mais vos soirées machin et tout c'est chiant à mort, le truc de musique électronique vous êtes chiant à mort, il était plus qu'en boîte africaine, tu vois, et c'est le résultat de ce type de rencontre qui n'était pas fortuite, il voulait ça. Et donc oui, il a établi des ponts entre clairement connu, de façon connue, entre le hip-hop et la musique que tout le monde a emprunté derrière. Certains consciemment grâce à lui, on va dire notoirement les Daft Punk, la première fois qu'ils collaborent avec quelqu'un qui fait du rap, c'est le 113, et ça ne vient que par Mehdi, ils y seraient jamais allés avec le docu raconte très bien ça d'ailleurs, bien sûr. Et une fois que cette voie elle est ouverte, bah, tout le monde le voit dans la musique électronique et tout le monde le voit dans le rap, et à l'international l'audience de Daft Punk dit ah ouais, avec des rappeurs français, ils rappent dans quelle langue? Et donc tout ça, puis avec nombre d'épisodes significatifs de ça, sont vraiment les graines, c'est pas une vue de l'esprit ou un militantisme Mehdi, c'est vraiment les graines de ce qui a permis aujourd'hui que ces mondes, et puis particulièrement à la période que tu décris au début des années 2010, moi il se trouve, vous avez compris que je suis un super pote de Drake. Pause. Il se trouve regarde la caméra quoi. Voilà merde. Mais OVO, Noah, Forty Shabib, le boss d'OVO. C'est évident que oui. Non mais ils se sont rencontrés. Par ailleurs, pour ton info, Mehdi leur a soumis des tracks qu'ils voulaient prendre. Donc ça c'est une autre histoire qui j'espère aura un moment. Enfin bref. Mais oui, la justice de ce qu'il a donné à ces deux genres aurait voulu qu'il fasse tout ce que tu viens de décrire. Et il était sur cette voie-là. Moi, la dernière fois qu'on s'est vu, et qui est donc un souvenir que je garde très particulièrement, on était au Meurice pour aller donner des morceaux à Jay-Z et Kanye West. Pour Watch the Throne. Pour Watch the Throne. Voilà. Ça c'est la dernière fois qu'on s'est vu, on a rigolé, il s'est foutu de ma gueule, moi aussi, on était là dans le Meurice, mais pour lui c'était une manière de presque de boucler la boucle pour lui, enfin même s'il aurait eu encore énormément de choses à faire, de continuer et d'imposer, et c'est pour ça que moi je me permets de dire qu'il aurait été aussi important que Pharrell, que Timbaland ou Kanye.
Parce que c'est très vraisemblable. Je me rappelle, il me disait, putain, mais Jay-Z, il est pas au courant, mais on est ses potes, mec. Il ne sait pas, mais nous, on est ses potes. C'est avec nous qu'il a envie de traîner, tu vois. Et tu fais bien de signaler quand il était DJ avec l'élégance on le démontre bien dans le documentaire. Il danse et tout. Et cette élégance, on le retrouve chez Mehdi en studio. En fait, en studio, quand il était en studio, quand tout le monde était sorti du studio, et il mettait des cuts pour en fait de rendre le son meilleur. Et Mehdi il était pareil, il dansait et tu le voyais, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait là? Et c'était trop beau à le voir, c'était élégant. Il faisait un cut là, il faisait monter le violon et pareil, on retrouve exactement pareil. Il y a un truc très sensuel même dans la manière de faire qui retenait plus derrière Ideal J, même si tu le regardes sur les archives d'Ideal J, il avait déjà une manière de danser qui était la sienne, unique. C'était voilà. Et ça c'est largement du coup dès qu'il est devenu et qu'il a dit qu'il est rentré complètement dans en fait, je suis un transmetteur de musique et donc mes goûts, il faut qu'ils se sentent, il faut que je les communique avec passion. Je me rappelle la première soirée où je l'ai vu jouer et enlever son t-shirt, j'étais là, mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Mais là t'as carrément, mais c'est enlever ton t-shirt, t'étais torse, c'était nécessaire dans un truc de tu vois. Et en fait ça là, ce truc de ce rapport corporel à la musique, corporel à la musique, c'était en fait la pleine tu vois, incarnation vécue de ce truc là. C'est le plus loin où il pouvait aller et c'est d'ailleurs ça qui l'a rendu DJ star, tu vois, parce que les gens ils voulaient voir respect à tous les autres, tu vois, mais tous les autres ils sont comme ça. Bien sûr, mais hyper concentré sur le mix, avec les têtes comme ça dans ce registre-là. Quand lui, mec, il est DJ fort depuis qu'il a 13 ans, donc il mixe comme ça. Allez, vas-y, il monte sur les. Personne ne le faisait ça. C'est Etra qui me l'a fait remarquer. Il me disait mais les gens ne montent. Alors aujourd'hui, tu fais n'importe quel DJ Snake, Diplo et tout, direct c'est debout sur la table. Il y a même un marchepied qui est construit. Lui, il fallait qu'il escalade le bail. Tu vois ce que je veux dire? Sans faire sauter le truc. Sans faire sauter le truc. Donc c'était un exercice clairement de se lever, de faire le cut comme ça et tout. C'était faire le show, mais c'était vraiment dans ce truc de en fait je suis un avec la musique. Tu voulais intervenir ou... Juste un petit commentaire. Tu as utilisé ce mot qui est très noble, mais qui parfois peut considérer être un ringard peut-être par des plus jeunes, qui est ce mot hip-hop. J'ai aussi le sentiment que ce documentaire, à travers évidemment des voix de gens comme toi, mais aussi toi aussi, puisque tu as été un acteur de cette culture en France, c'est aussi une manière, parce que Mehdi a été un de ses principaux représentants. Pas qu'en France, je suis super américain. C'est vrai, pardon. Tu m'enlèves pas mes crédits, frère. Pardon, monseigneur. Donc voilà, c'est aussi une manière de raconter cette épopée aussi du hip-hop en France à travers un de ses plus grands représentants, quoi. Effectivement, c'est plus le projet du documentaire et c'est pour ça qu'il s'appelle Made in France. C'est ce que tu disais au début, c'est vraiment de raconter. Il y a 3 niveaux. Il y a l'itinéraire de vie et la on va dire carrière musicale et de création de DJ Mehdi. Il y a l'évolution de ces genres musicaux, c'était pris par, en tout cas c'est le projet, par l'explosion en fait du rap français tel qu'on le connaît maintenant. C'est vraiment les moments charnières et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre, qu'en fait le rap entre guillemets Kaira ça n'existait pas du tout, mais alors pas du tout à la radio, dans les médias on n'en voulait pas, mais on n'en voulait pas avec force, et que maintenant c'est ça qu'on entend, c'est ça, c'est la base en fait de rap. Il y en a plus du rap MC Solar, tu vois ce que je veux dire, c'est la norme de tout et donc c'est ces moments charnières qui définissent en fait ces cultures, voilà. Et un troisième niveau de lecture dedans qui est plus, on va dire, mon point de vue, mais qui informe tout ça, qui est le contexte politique, social, sans lequel ces musiques, elles émergent pas, et avec une particularité de la France. C'est-à-dire, la France est championne du monde d'islamophobie, c'est un rebeu, c'est un musulman, tu grandis... Il est métis, parce qu'il a une marre noire, enfin voilà. Tu grandis dans un contexte en France qui est assez particulier, qui ça te fait comprendre des choses, même sur un compositeur, pas seulement sur un mec qui écrit des textes en se disant les textes de Kerry sur le combat continu. C'est une incidence forte sur qui tu es, l'identité, où tu vas, et puis même la construction de l'identité multiple de rapport France et pays d'origine, Afrique noire, Afrique du Nord, et les States. Qui sont, tu vois, l'espèce de triangle avec lequel, à cette époque-là, on s'est tous constitués. Ben voilà, il y a un truc, je pense, et c'est vraiment le postulat de ce documentaire, il y a des choses très importantes à retirer de son itinéraire. Voilà. Et donc, oui, et puis il y a une excuse pour moi, tu vois, en storytelling, c'est que ça me permettait
donner aussi mon point de vue sur l'histoire de ces cours. Et pour ajouter, ce qui était fort, c'est que quand la première fois j'ai vu le documentaire, rappelle-toi, les 4 épisodes d'abord, et à la fin, j'en ai pleuré, quoi. Parce que non seulement il a su parler de l'itinéraire de Mehdi, il a su parler de sa musique, il a su parler des potes qu'il incarnait, et aussi d'aller plus loin. Parce qu'il y a les solas, il y a tout ça, et il rajoutait du monde avec lui. Toi, il avait une sorte de comment il magnifiait tout le monde. C'était ça qui était fort. Et comme je l'ai dit au début, tu t'intéressais à lui au fur et à mesure, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on ne parlait pas seulement de musique avec Mehdi. On parlait de vie, on parlait d'amour, on parlait de tout. Et toujours dans la blague, il y avait rarement de tristesse avec lui. Et quand il y avait des problèmes, il trouvait toujours des solutions pour qu'on ait le sourire, pour qu'on s'engage. Et je t'ai dit tellement son bail, ça. Mais grave. Non, mais tranquille, mais t'inquiète, ça va aller. Et après, mais frère, je viens de déposer le bilan de 2 sociétés. Genre, mais cool, viens, on y va. Tu sais quoi? Regarde, viens, on va, machin. Et c'était ça. Et puis t'y allais. Tu vois? Il avait toujours cette façon de te convaincre. Et la seule fois que j'ai su le convaincre, c'est quand je lui ai dit arrête l'école. Il avait été à la fac s'inscrire. Mais arrête l'école, me dit, c'est bon, tu fais du son. Et t'es fier de toi, enfin. Bravo, grand frère. Bravo, grand frère. Le mec, il écrit des livres. On va conclure l'émission là-dessus. Arrêtez l'école. Voilà, c'est les messages qu'on a envie de délivrer à la jeunesse. Parce qu'on se retrouvait plus, en fait. On se retrouvait plus. Mais il était à la fac de Nanterre, on se retrouvait plus. C'est bon, me dit, arrête l'école, t'es trop intelligent. Je lui disais. Et puis il a arrêté. C'est la seule façon. C'est la seule. Ça a notre effet papillon, ça. Et voilà, ce documentaire, c'était une tuerie. Après, on s'est pris dans les bras, j'en ai pleuré pendant. Laisse tomber, c'est la première fois que tu le vois, c'est incroyable. Il t'emmène là, il rajoute ça, et ça va trop loin, quoi. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas, les épisodes sont disponibles. Voilà, DJ Mehdi Made in France sur RTTV. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, vraiment bravo à tous les gens qui ont travaillé avec toi aussi sur c'est pas l'aventure d'une personne, document-là, j'imagine. Et merci Manu, merci pour tout et merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pu parler de ton frère avec nous. Merci beaucoup. Donc, allez regarder ça. Ou ne regardez plus cette émission en fait. Voilà. Les gens qui ne vont pas regarder ce documentaire ne sont plus les bienvenus ici. Voilà, tout simplement. Bon, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci. Juste pour préciser, je te Patricia Cass. Hyper nécessaire.